Bonjour Amady. Bonjour Marie-Pierre. Je me présente, Amadou Sidibé, donc je suis l'organisateur d'un événement qui s'appelle K54, qu'on appelle le World Streetball Championship, donc entre guillemets le championnat du monde de streetball, qui se passe chaque année à Paris. I think as a player, you're always trying to find the biggest tournaments with the best player. And this so far is the biggest tournament I've seen. There's so many people, I've never seen so many people at a streetball tournament before. It's so big to be a part of a tournament that the world is represented. Different nations are represented in a tournament. Je suis par la même occasion aussi producteur musique donc, dans le rap, notamment d'un artiste qui s'appelle Sadek. Alors du coup, juste pour revenir sur le K54 qui a lancé un peu ton entreprise, ta phase entrepreneuriale. Je me suis intéressé au basket en 91, au mois de juin plus précisément. Parce que donc j'étais à New York en fait donc pendant les finales NBA. C'était pour moi la première fois en fait de vraiment faire attention, enfin de vraiment regarder un match de basket parce que mon oncle est passionné, donc c'est lui qui m'a un petit peu, comment dire, transmis passion, même pas un petit peu d'ailleurs beaucoup, qui m'a montré ce qu'était que le basket. Et puis à ce moment-là, comme je te dis, j'étais en vacances aux États-Unis. J'avais fait pas mal d'autres sports avant, notamment du foot et du judo sur lesquels j'avais jamais accroché. Et avec le basket, ça a été une autre histoire. J'avais beaucoup autour de moi de joueurs pros, de joueurs qui étaient qui étaient dans le championnat espoir, comme nous d'ailleurs, tu vois. Et on faisait pas mal de tournois. À l'époque, il faut savoir que dans les années 2000, les marques organisaient beaucoup de tournois de basket. C'est-à-dire que c'était les grandes années du basket, donc voilà, forcément, que ce soit Nike, Adidas, il y avait des tournois qui étaient organisés à tous les coins de rue très régulièrement. Et à un moment, ça a chuté complètement en fait. Les tournois de basket les marques ont arrêté d'investir sur le basket, se sont remises sur le foot beaucoup plus qu'avant, surtout après France 98, tu vois. Et il faut savoir qu'en même temps, il y a Michael Jordan qui arrête le basket, donc forcément ça aide pas les choses. Donc il y a eu le grand tournoi du basket et c'est un peu à cette époque que le K54 est né parce qu'on était pas mal de jeunes, nous, continuer à être passionnés de basket, mais forcément on s'est dit c'est bizarre, il n'y a plus aucun tournoi qui sont organisés. On a dit ce serait peut-être temps qu'on organise nous-mêmes les choses plutôt que d'attendre après forcément les marques ou les institutions pour faire les choses. En 2003, a lieu le premier K54. Comment est-ce que tu l'as organisé? Est-ce que c'était une organisation vraiment hyper spontanée? Comment ça s'est passé? Avec quels moyens? C'est simple en fait, si tu veux, il y avait 2 semaines avant, il y avait un événement qui se passait sur le parvis de la Défense que NAC organisait donc de basket, qui était un concours de 1 contre 1. Un championnat de 1 contre 1, j'ai bossé avec eux sur l'événement et puis je leur ai dit écoutez, vous savez, dans 2 semaines je vais organiser mon premier tournoi de basket, voilà, il y aura pas mal de joueurs qui seront là. Ils m'ont dit ah oui, c'est sympa, et écoute, on viendra. Voilà, ils m'ont dit qu'ils viendront. Et donc nous, ce qui s'est passé, oui, ça s'est organisé spontanément parce que on a tous les joueurs de la région parisienne et tout qui étaient professionnels ou pas, qui jouaient même aussi en province. Quand ils remontent sur Paris, on a un lieu en fait qui s'appelle la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement. Là, on se réunit chaque été. Là, on joue tous ensemble, on mélange les pros et les amateurs et c'est un moment très spécial pour nous tous parce qu'en fait voilà, tout le monde vient avec son squad, ses potes de son quartier, et j'ai dit pourquoi on peut en faire une compétition officielle, enfin, entre guillemets, quand je dis officielle, c'est-à-dire un vrai tournoi. Et tout le monde a accroché sur le principe et sur l'idée. Et 2 semaines après, donc j'ai organisé mon premier tournoi à Levallois en 2003. Comme convenu, écoute, il y a le directeur marketing de Nike qui est venu voir comment j'organisais mon tournoi. Voilà, il a trouvé ça très spécial parce qu'il a dit qu'il ne comprenait pas qu'on puisse avoir du niveau en aussi gros niveau alors qu'on n'avait pas de moyens en réalité. Voilà, et après ça, il a tout simplement dit écoutez, moi j'ai envie d'être sur votre événement, comment est-ce qu'on peut trouver des arrangements en tout cas pour pouvoir faire évoluer cet événement. Et je pense que c'est là que j'ai compris qu'il y a peut-être une histoire qui allait commencer. La réalité, c'est que à la base, si je dois être honnête avec toi, tu sais, moi quand je commence cet événement avec Moko, Thibaut, ma mère, tout le monde en fait, tu vois, j'ai pas de vision d'avenir. C'est ça la réalité. C'est que je me dis écoute, on kiffe quoi, tu vois. Voilà, mais au début, je me dis pas ça peut devenir ton vrai taf ou que tu peux tout simplement gagner ta vie avec ça, tu vois. Tu te dis t'as un tournoi de basket, c'est sympa, mais bon, comme beaucoup de choses, tu vois, ça s'éteindra à un moment ou à un autre, tu vois.
Et sauf que je me suis rendu compte que non, en fait, c'était plus l'événement arrivait, plus les gens étaient intéressés, plus on avait créé un système de passion, tu vois. Et culturellement, les gens avaient besoin de ça, c'est-à-dire que un événement en fait là où ils se retrouvaient vraiment, tu vois, qui nous ressemblait, c'est vrai, parce que voilà, nous on est des jeunes de banlieue, mais sauf que le côté positif de la banlieue, nous on a toujours voulu le représenter. Voilà, le côté racailleux, c'est vraiment pas notre truc. On a dit bah vas-y viens, on continue à faire l'événement, et puis de plus en plus ce côté authentique, les gens l'aiment. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'à Paris, il n'y en avait pas vraiment. Là, ça n'existait pas. Et les plus belles phrases que tu pouvais entendre, c'est qu'il y a des gens qui nous disent ah putain, je suis là pendant le K54, j'ai l'impression d'être aux States. Il y en a d'autres qui viennent qui te disent j'ai l'impression d'être à la maison, tu vois. Et puis finalement, bah, tu te prends au jeu et puis tu commences à le prendre vraiment beaucoup plus au sérieux parce que tu te rends compte que finalement, certes, tu touches pas toute la France, mais les 1000 personnes, les 2000 personnes que tu touches, tu vois, sont vraiment passionnés. Et c'est le début de quelque chose parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se transmet. Et tu vois, les sponsors aussi rigolent de moins en moins en fait avec ces investissements vis-à-vis de l'événement. Tu vois, et puis après nous on continue en fait, c'est un amusement. On se dit bah peut-être qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de commencer, mais sans vraiment aussi se prendre au sérieux. C'est ça la réalité, tu vois. On se dit simplement bah, K54 c'est sympa, les gens ils aiment, donc continuons, on verra bien où ça nous amène. Et à partir de quand est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un tournant en fait, justement dans l'événement, qui s'est passé d'un tournoi de passionnés de basket à un événement beaucoup plus large? Bah, en fait, si tu veux, après, on n'a pas voulu brûler les étapes. C'est que on a commencé d'abord par le basket, ensuite à faire venir les artistes français. Et la chose aussi qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a fait venir l'équipe de Terror Squad. Les Terror Squad, il faut savoir qu'à New York, il y a un tournoi qui s'appelle le tournoi du Rocker Park, qui est entre guillemets la mecque du streetball, qui existe depuis maintenant presque bientôt 70 ans. Comment dire, les Terror Squad, c'était les champions donc de ce tournoi. Donc Terror Squad, je répète donc, c'est aussi l'équipe du rappeur Fat Joe, qui était vraiment l'équipe au top à l'époque. The game because they fighting for their life. This is their championship. For a basketball player, somebody who really loves the game, this is heaven on earth. So to be here playing in the Jordan tournament, wearing like Jordans, it's a dream come true. Ben, nous, on avait un petit peu de moyens grâce aux sponsors, donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On était beaucoup dans les investissements plus que dans le gain. On se disait, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? C'était, voilà, on vivait vraiment comme des passionnés parce qu'on avait nos activités aussi donc, parallèles qui nous permettaient de vivre. Donc on disait, ben, on continue d'investir sur l'événement. On a fait venir donc cette équipe de Terror Squad à Paris qui n'ont pas réussi en fait à s'imposer. Et là, en fait, on a vu qu'il y a vraiment quelque chose qui est né parce que ça a mis, en tout cas, l'œil sur le K54 et sur Paris. Les gens ont dit, attends, mais c'est quoi ce tournoi? Donc, on commence à se faire contacter par des Allemands, des Anglais, tout ça, en disant, oui, on a vu qu'à Paris, vous avez un tournoi de basket, c'est ceci, c'est cela. On a fait, oula, donc c'est là que j'ai pris l'ampleur du truc, quoi, tu vois. J'ai commencé à me dire, ouais, bon, on va bosser, quoi. Et c'est à partir de là que le tournoi prend une dimension vraiment internationale? Là, il prend une dimension internationale au niveau du basketball. C'est-à-dire que là, l'année suivante, tu commences à avoir 4-5 équipes internationales qui viennent à Paris, par leurs propres moyens, hein, je précise bien, tu vois. Tout ça parce qu'elles veulent tout simplement participer à la compétition. Experience, you know? You got teams coming in from Italy, teams coming in from Germany, Switzerland. This represents all of the major nations that play summer basketball. Ça, c'est le premier tournant. Le deuxième tournant, c'est l'année 2009, là où en fait, grâce au sponsor Jordan, voilà, parce que là, nous, on est rentré en contact avec l'équipe de Jordan en 2006. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nike avait des priorités un petit peu différentes à ce moment-là. Donc, ils nous ont mis en contact avec l'équipe Jordan. Et puis, il y a un monsieur qui est mon mentor aujourd'hui, qui s'appelle Gentry Humphrey. C'est un gros designer de chez Jordan qui a dit, ouais, moi, je veux cet événement pour la marque. Et qui, depuis, en fait, jusqu'à présent, est toujours avec nous. A dit, ouais, bon, écoutez, on est en 2009, là, ça serait bien qu'on rajoute un petit truc. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il nous a posé la question. Et il nous sort un petit peu le catalogue d'artistes avec lesquels Jordan travaillait beaucoup. Il y avait Ludacris notamment, je veux dire, qui était dans cette liste. Et puis on lui a dit, bah, écoute, nous, on aimerait bien avoir Ludacris. C'était 2008-2009. L'air de rien, Ludacris, c'était déjà plus un artiste super en vogue, mais il avait tellement classique qu'on a dit que c'est lui qu'on veut, quoi.
Yo, Ludacris in the building, let's go. Everybody put your ones up. JC, let's do it. Hey, put your ones up. Performance was crazy. Crowd in Paris, energetic as hell, off the chain. Love them. That means I'll be coming back. Say Luda! Say Luda! Say DTP! On n'a pas communiqué du tout dessus, mais donc on a laissé les gens venir à l'événement comme d'habitude. Alors on commençait déjà à avoir des problèmes, hein. On avait déjà des soucis de place, les gens qui étaient énervés parce qu'ils ne rentraient pas dans l'événement. Mais quand Ludacris il est rentré sur le terrain, c'était le feu, c'était une grosse année. Pour moi, ça reste un moment inoubliable parce qu'en fait, donc c'est l'année de la mort aussi de Michael Jackson. Et Usher donc là était sur Paris et était venu par une amie à nous l'avait ramené sur l'événement. On nous a dit écoutez, je vais passer avec Usher. On croyait que c'était une blague et tout. On a dit bah si, je vais passer avec lui. Gars, on lui ouvre la grille, il arrive. Les gens ne sont pas au courant. Il rentre dans la petite loge que nous on avait créée à l'époque. Il regarde par la fenêtre et puis il nous dit ouais, donnez-moi un micro. On dit ouais, donnez-moi un micro. Comment ça? Si, il dit donnez-moi un micro. Moi, je sais pas, ça me fait kiffer votre truc là. J'ai envie de chanter là. Et moi, je descends, je me rappelle, je vais courir vers mon copain, je dis ouais, il y a Usher qui arrive, il va chanter. Mon copain me regarde, qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis mais je suis pas en train de rigoler, t'es fou quoi. Il me dit non mais t'es sérieux là? Et mon copain, quand tout le monde a l'habitude en fait, de le voir très, il tient l'événement quoi. C'est lui le maître des cérémonies. Et c'est hyper marrant parce que en fait il y a un temps mort qui se passe et puis Usher il rentre sur le terrain, il commence à marcher vers le centre du terrain, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est lui en fait, sur le moment. Et il commence à chanter, les gens ils ont pété les plombs, c'était... Ah ouais non, c'était la folie franchement, ça reste un des moments inoubliables du K54. Parce que justement, c'est l'année d'après, c'est l'année où vous rentrez vraiment dans Paris, dans des quartiers vraiment emblématiques de Paris. Justement, comment ça s'est passé ce shift? Parce que là, c'est un vrai tournant. Comment ça s'est fait? Je te jure, je suis même pas capable de te dire comment ça s'est vraiment fait. En fait, on est parti à la mairie de Paris, normal. Nous, on vient toujours en se présentant comme les petits gars qui vont faire un petit tournoi de basket. Ils nous aiment bien, en fait. On a ce truc-là avec la mairie de Paris, là où ils nous disent, OK, ouais, on peut aller au Palais de Tokyo, non. Oui, ben pourquoi pas, oui, ça peut être sympa. Ils le voient, mais en fait, ils ne voient pas l'ampleur de la chose en réalité. Et pour beaucoup d'annonceurs, on a un peu un cas d'école, ils ne comprennent pas, ils disent comment on leur donne le Palais de Tokyo, qui est un endroit en fait, que personne n'arrive à avoir. Surtout à l'époque, c'était un peu utopique de pouvoir dire qu'on allait vider le bassin du Palais de Tokyo et puis se mettre entre le Palais de Tokyo et le musée d'art moderne, mettre un terrain de basket à l'intérieur. Les gens ne comprenaient pas. Mais Dieu merci, ça passe, tu vois. Donc on fait nos installations et vu qu'on avait commencé avec les artistes américains l'année d'avant et puis qu'on avait vu le feu que ça foutait, il s'est avéré que Jordan avait encore ouvert son catalogue pour nous donner un coup de main sur ça et nous ont fait venir Fat Joe. I'm down with Brand Jordan. I'm down with K54. So you know all I do is win. Chris Shaw. DJ. Let's go, baby. Just the remix. And all I do is win, no matter what. Got money on my mind. I've never been enough. We never be in talent to the remix. Everybody hands go up. Showtime. Voilà, grosse édition, centre de Paris, et puis on commence à être bien couvert en termes médiatiquement. Donc et là on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se créer, quoi. De toutes les façons, alors tu sais, au fur et à mesure des années, on a perdu des gens, on a gagné des gens. Il y a des gens qui nous disaient ouais, c'est plus comme avant, le K54, c'est plus que du basket et compagnie. Sauf que voilà, moi c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit mais vous savez en fait l'événement du K54 c'est pas que pour les passionnés en fait, c'est aussi un sport que nous on va faire découvrir.
Et si on doit le faire découvrir par la musique, parce que l'événement de K54, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il y a trop de nanas, il y a trop de ceci, c'était beaucoup les trucs qu'on entendait. Mais en fait, les filles, elles ont autant de droit que les gars de venir kiffer, quoi. Tu vois, et c'est là qu'on se rendait compte que tu vois, le puriste est très dangereux, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, il veut garder tout pour lui. Et tu vois, c'est comme dans la musique, dans le rap, tu vois. J'ai beaucoup de gars autour de moi qui me disent ouais, le rap c'était mieux avant, tu connais la phrase. Et je leur dis, je m'en fous de ta phrase. Moi, tu vois, non, moi je fais du rap aujourd'hui, je produis des gars, je vis mon temps. Tu vois ce que je veux dire, c'est très important. Parce que dans nos métiers, on ne peut pas se permettre d'être simplement que dans la nostalgie, tu vois. Voilà, quand j'avais 20 ans, j'avais 20 ans. Quand j'en avais 30, j'en avais 30. Bah, maintenant, j'en ai 40, tu vois. Et j'ai pas l'impression de m'ennuyer à chaque période de ma vie. Je vis des choses différemment, je vois l'évolution des choses. Et c'est ce qui te permet d'avoir une vision encore future, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore là. Parce que si j'étais en train de te dire, non, j'étais bien dans mon K54 de 2003 et 2004, ben, je serais sûrement plus là aujourd'hui. Il y a des gens à qui ça plaît. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas parce qu'ils disent oui, il y a des gens qui viennent pour la musique, il y a des gens qui viennent, il y a plus autant de gens qui viennent pour le basket, mais j'ai envie de te dire, le All-Star Game aux États-Unis, j'y suis chaque année, c'est la même chose en fait, quoi, tu vois, non? Ils ont un petit peu, des fois j'ai l'impression que les gens n'ont pas une vision réaliste de ce qui se passe, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour le show, c'est pour une ambiance, tu vois. Parce que si on doit être honnête, le basket, ça reste un sport de niche en France, tu vois. Ça n'intéresse pas grand monde. Et nous, notre façon de démocratiser le basket, à côté de, en tout cas avec le support bien sûr de la Ligue de basket, c'est de le faire à notre façon. Et je pense qu'on s'en sort pas mal quand même. Enfin, les gars de l'époque, ils sont plus là aujourd'hui aussi, tu vois, en réalité. Ils te disent ça, mais en fait, entre-temps, il y a des gens qui se marient, ils ont des enfants, et la vie change. Il faut parler aux nouvelles générations, et puis c'est un petit peu le but du jeu de comment ça s'appelle. Parce que par la force des choses, aujourd'hui, on est devenus des leaders pour tous ces jeunes et puis des exemples. Donc on leur transmet, tu vois. On leur transmet un petit peu le savoir, on leur fait comprendre que, tu vois, les gens disaient aux États-Unis, ah t'as vu, il y a plein de Noirs qui réussissent. Ben, mais en France, on n'a pas ce type de gars. Ben si, en fait, il y en a, tu vois. Mais il fallait attendre, tu vois. Il fallait nous, on a regardé les gros Américains, les Russell Simons, les Spike Lee, tu vois, ce qui étaient des exemples pour nous. Maintenant, nous ne sommes pas ces gars-là, mais à notre niveau, tu vois, on a le même impact pour des petits jeunes à Paris. Et nous, c'est super cool, tu vois. Parce qu'en fait, on leur parle, on essaie de rester le plus accessible possible. Parce que c'est ça le plus important. Parce que la prise de la grosse tête, elle va très rapidement pour certaines personnes. Mais, tu vois, comme nous, ça a été dans la durée. Et surtout dans la souffrance. T'inquiète pas qu'on n'a pas oublié nos douleurs et qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, tu as, demain, tu peux ne plus avoir, tu vois. Donc, concentre-toi, donne beaucoup, explique, tu vois. Parce qu'en fait, les jeunes de demain, c'est eux qui vont faire les choses aussi, quoi. Du coup, à partir de quel moment est-ce que vous commencez vraiment à envisager le K54, pas seulement comme un événement, mais vraiment comme une marque? Assez tôt, on l'a vu comme une marque quand même, parce que, si tu veux, tu vois, en 2011, on a commencé à faire nos premières grosses lignes de t-shirts, en fait, qu'on commence à vendre. Non, pardon, pas en 2011, 2010 d'ailleurs, tu vois. Et puis, on voit qu'en magasin, les t-shirts se vendent bien. K54, tu vois, puis les Parisiens sont très passionnés, tu sais, c'est un peu, on a notre truc à Paris, et on développe. 2003, 2014, un succès hyper important. 2015, c'était vraiment... 2003, 2014, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que, comme dans toutes les histoires, il y a un moment là où il y a des hicks qui vont se passer, tu vois. Et en l'occurrence, ça s'est passé en fin 2012. On a fait notre événement donc sur le Champ de Mars. Voilà, et puis on n'avait pas de joueurs réguliers cette année. C'était pas une année très cool pour nous parce que Mokobe aussi n'était pas là parce qu'il était invité au BET Awards aux États-Unis pour la musique world, tu vois. Donc c'était super cool pour lui et nous on était contents, mais on sait qu'il fait partie du métronome de l'événement et tout. On a eu la chance d'avoir Thomas Njijol, donc qui est notre ami aussi, donc qui co-anime l'événement avec Mokobe, en tout cas quand il est disponible. Et ça a été un petit peu difficile parce qu'après ça, on a eu des petits échauffourées avec le sponsor, tu vois. Donc ouais, parce que nous, forcément, on est devenus des businessmen, tu vois, non. Donc on attend d'autres choses aussi de la marque. Et donc on discute, ça devient difficile. Et 2013, pas d'événement. 2013, pas d'événement, choix de notre part. On dit on ne fait pas d'événement et tant que, entre guillemets, on n'aura pas trouvé de terrain d'entente. En fait,
Faut que ça devienne vraiment... C'est un peu un mensonge de dire qu'on est devenus des businessmen. Non, on était déjà en réalité des businessmen, tu vois. On faisait d'autres choses. Mais là, en fait, on s'est rendu compte, bon, bah, voilà, tu travailles avec de grandes marques. Il y a un moment, bah, il faut aussi que ça te permette aussi de faire d'autres choses dans ta vie, quoi, tu vois ce que je veux dire, de gagner ta vie, tout simplement. Et comment ça s'est fait? Non, ça s'est fait petit à petit sur la longueur, parce que nous, on investissait beaucoup. Et au bout d'un moment, ben, tu attends un retour sur investissement, comme dans tout, tu vois. Et donc 2013, pas d'événement. Grosse discussion pendant toute l'année. Et puis 2014, le retour. Donc on est de retour en 2014, mais cette fois-ci avec les deux marques. Je m'explique. Les deux marques, c'est-à-dire Nike et Jordan, qui sont maintenant, j'ai un double sponsor. Bon, bien sûr, c'est la même boîte, mais qui sont maintenant sponsors de l'événement K54. On a trouvé terrain d'entente, on a travaillé pendant l'année, et puis bon, on est reparti de plus belle. Donc première fois qu'on sort une vraie grosse collection de produits, tu vois. C'est pas simplement qu'une paire de chaussures ou deux paires de chaussures, mais là c'est vraiment des t-shirts, des blousons, des suites, des survêtements et gros succès, quoi, tu vois. Du coup, 2015, ça aurait dû être, ça devait être l'apogée vraiment du K54. Exactement, ça devait. Avec la venue normalement de Michael Jordan. Pour moi, ce qui était important, c'était surtout en fait d'amener Jordan sur ce terrain du K54, parce que pour nous, c'était pas pour moi seulement, hein, comme je te disais, c'était pour les Parisiens, pour les passionnés de basket, tu vois, c'était un monsieur que personne n'avait jamais vu. La plupart ne l'ont jamais vu, ils ont toujours entendu Jordan. Et on avait bossé pour ça, quoi, tu vois. Ouais, on avait aussi, comment dire, ben, on va être honnête, hein, je pense qu'on a fait une erreur, c'est que tout le monde me disait à l'époque, Amadonte, il est temps que tu fasses payer ton événement, il y a trop de monde qui veut venir, vous n'allez pas pouvoir gérer correctement. Et pour moi, je disais, non, vous inquiétez pas, je pense qu'à un moment, moi aussi, je me suis trompé. Je me suis trompé plus par humilité, honnêtement, en disant, ouais, on n'est pas aussi gros que vous pensez, tu vois, non, nous, on ne peut pas avoir des problèmes comme ça, on n'est pas des fous, c'est pas le foot, le K54, tu vois, non, vous inquiétez pas, nous, on gère, tu vois, et notamment mon frère, en plus, qui est chef de la sécurité du K54 et qui a toujours bien fait le taf, tu vois. On s'est trouvé que bon, malheureusement, c'est vrai qu'il était question de ne pas communiquer sur l'arrivée de Michael Jordan à cet événement. Malheureusement, les médias, ça a fuité, c'est parti dans tous les sens. Mais j'ai cru vraiment jusqu'à la dernière minute qu'il n'y aura aucun souci. Sauf que je me suis complètement trompé et on s'est retrouvé sur la place de la Concorde avec 4000 places et près de 15 000 personnes qui voulaient rentrer dans l'événement. Donc forcément, c'est parti en sucette, comme on dit, tu vois. Alors ouais, certes, on a géré, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu de grave. Mais bon, on était quand même en plein centre de Paris, on n'avait jamais eu de soucis, la mairie de Paris nous faisait confiance, tu vois. Ils nous donnent une place de la Concorde, il n'y a personne qui va là-bas, tu vois. À personne à qui on donne cet endroit. Et ils ont dit, bon, continuons à leur donner, puisque jusqu'à présent ça se passe bien, jusqu'au jour où ça se passe mal. Et là, ça fait mal, tu vois. Donc, on a bossé, la première journée s'est bien passée, la deuxième journée, il y a eu tous les échauffourés. Mais bon, après 1h30, 2 heures après, tout s'était bien calmé. Donc, on a continué la journée, le tournoi a quand même eu lieu. Jusqu'au moment, en fait, moi, j'annonce que Michael Jordan va venir. Donc, les gens sont en attente et tout. Et puis, 30 minutes après, il y a Thibaut qui vient dans mon oreille qui me dit, Amadou, je crois qu'à ce moment-là, c'était l'un des moments les pires de ma life, quoi. Il vient dans mon oreille, il me fait, c'est mort pour Jordan. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, les chefs de la sécu, ils ne veulent pas et tout. Je dis, arrête, t'es sérieux? Donc je quitte le centre du terrain, j'y vais et je dis à Mokobe, joue le jeu, fais patienter les gens. Et surtout que, t'as vu, moi je suis pas quelqu'un qui suis très dans les discours. Et là, j'avais eu une conversation avec ma mère qui m'a dit, tu sais, ça serait bien aussi que tu dises quelque chose aux gens, tu vois. C'est bien, ils ont besoin de comprendre aussi. Puis je l'ai écouté, en fait, tu vois. Donc je suis parti, j'ai commencé à donner un discours, en fait, que j'ai improvisé, bien évidemment, jusqu'à en avoir la larme à l'œil, parce qu'en fait, ça m'a pris tout pendant l'événement, parce qu'il y avait tous mes potes qui étaient là, et en fait, ils me regardaient, mais eux-mêmes, j'ai senti qu'ils étaient pleins d'émotions. Donc en fait, tout ça, cette pression-là, en plein centre de la place de la Concorde, ça m'a ému, tu vois. J'ai compris ce que c'était vraiment qu'avoir de grosses émotions à ce moment-là. Et voilà, comme je te dis, j'ai eu la larme à l'œil et j'ai été content de pouvoir partager ce moment parce que pour moi, en fait, c'était un moment, comment dire, d'aboutissement en tout cas. Parce que, comme on dit, avant l'argent, moi, j'aime vraiment beaucoup plus la performance. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, voilà, tu es là, tu l'as fait, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me fait kiffer plus dans la life, en fait, relever des défis. Et voilà, comme je te dis, le chef de sécu a dit que Michael Jordan ne viendrait pas sur le terrain. Et j'ai vu la déception des gens, mais ce qui m'a rendu plus malheureux,
c'est que les gens, j'ai l'impression que, et depuis ça, j'ai beaucoup changé aussi hein, sur mon ouverture. Je me suis rendu compte que c'est même pas le fait que Jordan ne vienne pas. C'est le discours que j'avais donné. Les gens sont tous venus voir. Ils ont dit en fait, on peut pas avoir plus mal que lui-même. C'est ce que j'ai senti. Tu vois, les gens me regardaient plus avec de la tristesse pour moi. Et franchement, ça m'a touché, tu vois. Ça m'a touché parce que je me suis dit, bah, t'as vu, ça fait des années qu'on est là, on donne. Ben, là où, en temps normal, t'aurais vu les gens péter les plombs, ouais, mais on se fout de notre gueule, hein, tu vois. Ben, clairement pas, en fait. On a entendu personne crier, ils ont dit, ok, y a pas de problème. L'événement s'est terminé comme il est. On a fait la fête pour les gagnants. Et puis, les gens sont rentrés chez eux tranquillement, tu vois. Tu vois les gens qui viennent m'envoyer des commentaires, qui nous disent, ouais, franchement, les gens, ils ont été cool, quoi. Ils ont dit que l'événement était bien. En fait. Ouais, voilà. Ils ont compris que, bah, en fait, pour nous, c'était pas cool, quoi, tu vois. Et ils ont dû dire, ouais, pour les gars du Quai 54. Et on s'est dit, bah, finalement, tu vois, les gens, ils sont pas tous explosés du cerveau à penser qu'à eux, en fait, tu vois. Il y en a qui arrivent à se mettre à la place des autres. Et comme je te dis, bah, je pense que c'est notre côté authentique qu'on arrive à transférer aux gens qui fait que bon, on est encore là aujourd'hui, quoi. Après cette déception. Ouais, après cette déception. Ouais. Comment est-ce que comment est-ce que je l'ai vécu? Ouais, comment vous êtes relevé? Non, enfin, à la fin de la journée, tu vois, c'est pas, on n'est pas non plus aussi des gens, c'est pas trop notre truc de se morfondre, t'es dégoûté sur le moment, ouais. Le lendemain ça passe, hein, voilà, je veux dire, on est quand même c'est important de le dire, nous on est croyants, il y a des choses, on se dit, bon, bah, si ça s'est pas fait, ma mère m'a dit, écoute, mon fils, ça s'est pas fait, on verra plus tard, tu vois, non? On travaillera pour que ça se refasse, et puis si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, mais comme disent la plupart des gens, en vérité, Amadoun, si on doit être honnête, la validation de Jordan, vous l'avez depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez des sables, vous avez des noms, tu vois? Donc c'est pas comme si, ouais. Après, la personne elle-même, c'est autre chose, tu vois? Et nous, on a beaucoup de respect pour lui, tu vois? Et maintenant, il a un certain âge, hein, il n'a plus 20 ans non plus, donc on peut pas l'amener n'importe où, n'importe comment, tu vois? Surtout que, il faut le préciser, ce qu'a fait ce gros problème, c'est surtout qu'en fait, juste avant, il était dans le 18e, sur un terrain de basket en train de saluer des jeunes, et c'est parti en sucette, dans tous les sens. Il y a plein de jeunes qui sont venus, ça a jeté des ballons, donc forcément, le gars de la sécu, il a dit, écoutez, là ça s'est pas bien passé avec 200 personnes, je vais pas aller là où il y a 6000 personnes. C'est aussi ça qui a beaucoup joué. Donc nous, voilà, après tout ce que ça a fait, ça nous a reboosté, et on s'est dit, on enchaîne, mais... Comme on dit, des fois, il y a un malheur qui arrive une fois, et ben, tu as un deuxième qui arrive derrière. On prépare l'événement donc, de 2016, tu vois. Et 2 jours avant l'événement, annulation de la ville de... pardon, pas de la ville de Paris, comment ça s'appelle, de la préfecture de Paris. Pourquoi? Parce qu'avec tous les attentats qu'il y avait eu donc, cette année-là, ils ont dit non, en fait... Quai 54, ils ont annulé, enfin c'était pas que nous, c'était 8 événements qui ont été annulés d'un coup. Bon, ça fait mal, nous on avait déjà pratiquement fini de tout construire et tout, et ils nous disent non, en l'occurrence c'est Kobe Bryant qui devait venir à cet événement, tu vois, il y avait une grosse communication, alors là on fait, laisse tomber, c'est pas cool. Alors tu vois, il y a des investissements qui ont été faits, et tu sais, il y a beaucoup d'argent qui avait été dépensé, l'événement était déjà prêt, quoi, parce qu'on n'attend pas la dernière minute, hein, ça se monte pas comme ça, un setup. Et le sponsor a été très classe quand même. Nike, ils ont dit c'est pas grave, écoute, t'as vu, on est ensemble aussi, même quand c'est difficile. Ils ont dit là c'est pas de ta faute, on peut rien te dire, c'est même si c'était nous Nike, on nous aurait dit non. Annulation. Après la pluie, le beau temps. Ces 2 années. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu l'annulation de l'événement. Donc et aussi ce qui s'est passé, c'est que tout au long de l'année, entre 2016 et 2017, après l'annulation, donc on a discuté beaucoup avec la préfecture qui nous ont dit en fait votre événement, on va vous expliquer en fait si vous voulez le continuer, c'est fini en fait la gratuité. Parce que vous ne pourrez plus tenir en fait, vous êtes victime de votre succès et il faut que vous en soyez conscient, tu vois. Donc comment on gère quoi? Donc on est passé dans la phase payante. Après 2015, on a dit bon c'est fini en fait, tu vois. Moi je dis, et puis je peux te sortir des interviews sur internet sur ce que j'ai fait auparavant, là où je dis non, le Quai 54 ça sera jamais payant et tout. Et je me suis dit j'attends le petit mauvais qui va faire un de ses montages un de ces jours et qui va balancer ça sur internet. Là, mais non, c'est juste qu'on n'a pas eu le choix, tu vois. On n'a pas eu le choix, c'est que c'est bien beau de vous dans la performance, mais la sécurité des gens c'est plus important que tout. C'est-à-dire que si tu commences à organiser des événements et que les gens commencent à dire ouais c'est mal organisé, en fait ouais, en vérité si on doit être honnête, on vous doit rien. On vous doit rien. Nous on vous faisait kiffer, tu vois.
Et on a vu que là, on a vu aussi que les gens pouvaient être mauvais. En disant, ouais, on n'est pas rentré, on n'est pas... Ok, bah cool. Bah, maintenant, la sélection, elle se fait un petit peu aussi en porte-monnaie. Quand on dit au porte-monnaie, on se comprend, ça ne coûte pas non plus $1 million un ticket pour le K54. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, on est obligé de fonctionner comme ça. Et crois-moi que ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a plus de bousculade. Les gens achètent leurs tickets, sont très contents d'arriver à l'heure qu'ils ont envie. C'était des choix de business et des choix aussi pour pouvoir perdurer. Et donc en 2017, là, on a re-signé pour 10 ans avec Jordan. Voilà, donc ça nous a permis franchement d'être un peu plus libre, d'avoir une vision sur l'avenir. Parce qu'entre-temps, on est devenus des papas, tu vois, non? Il y a des choses qui sont arrivées et puis on est très content d'être là aujourd'hui. Et puis l'aventure K54, ça m'a permis beaucoup de choses, tu vois. Aujourd'hui, voilà, tu es toujours sur le K54, tu as diversifié justement un peu tes activités, tu es devenu producteur de musique, manager d'un artiste, donc manager de Sadek. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu l'as rencontré? Parce que quelque part, c'est toujours lié au K54 aussi. Bah, en fait, ouais, tout ça c'est relié au K54, c'est-à-dire que Sadek, c'est un jeune qui venait souvent au K54, donc qui aime le basket, et puis... Eh, regardez-le, il est chaud comme monsieur propre. Si on découpe, ça fera des côtelettes de porc. T'inquiète pas que j'arrive et je te baisse sur le terre-terre. Mets-toi à 4 pattes, tu peux sucer ma merguez. T'inquiète pas qu'on mettra même de la mayonnaise. Moi je te baise et je fais un travail honnête. Il descendait très souvent, en fait, Mokobe, parmi les animations, faisait descendre des jeunes sur le terrain de basket en disant « Ouais, qui c'est qui rappe, qui c'est qui est bon en freestyle ?» Et il créait des battles, en fait, tu vois. Il savait qu'il tuait tous les mecs à chaque fois, c'était en improvisation, quoi, tu vois. Et Sadek, il venait me voir régulièrement après l'événement. Ouais, je vais pas me produire dans la musique, je vois que tu connais tous les rappeurs. Je dis, mais il y a tous les rappeurs qui sont là, pourquoi tu me demandes à moi? Il me dit, non, parce que si je deviens meilleur qu'eux, eux, ils vont être jaloux. C'était vraiment, il est smart le petit, hein, tu vois. Il me dit ça, et je lui dis, il me dit, toi, tu t'en fous de la musique, en fait. Toi, t'as pas envie d'être rappeur, ça se voit, tu vois. Je dis, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Et une fois, 2 fois, 3 fois, comment ça s'appelle, il est venu me voir, et puis, je sais pas, je me suis pris au jeu, quoi, tu vois. Je me suis pris au jeu, j'ai dit, bon, bah, écoute, je vais essayer, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais l'habitude d'aller en studio avec beaucoup d'artistes. Voilà, je m'y connaissais déjà quand même un minimum en musique. Et puis, on a grandi ensemble, en fait, tu vois. Alors ouais, et puis jusqu'au jour où on a signé notre premier deal chez Warner, en maison de disque, l'album n'a pas marché. Écoute, ça aussi, voilà, c'était un truc super chiant. Tu te dis, putain, t'arrives jusque là, vous avez une maison de disque et tout, et ça marchait pas. Donc on est reparti en indé, parce que tu sais, il y avait un engagement moral qu'on avait l'un envers l'autre, quoi, tu vois. Et puis on a bossé. Et puis là, en 2018, voilà, en 2016, tu vois. Il a un gros single qui sort qui s'appelle Andale, qui est sorti avec Gravure, qui a commencé à faire grave du bruit. Et petit à petit, les gens se sont accrochés. On a travaillé beaucoup l'image de Sadek aussi, parce que c'est un artiste qui est passé par vraiment différentes étapes, tu vois. Et puis on s'est plus ou moins trouvé aujourd'hui, tu vois, et c'est quand même cool. Parce que, bon, encore une fois, ça a été à force de travail. Et puis franchement, je pense d'être honnête avec nous-mêmes. Ça nous a permis de nous en sortir. Et puis maintenant, on continue notre bonhomme de chemin ensemble. Et on espère aller loin comme ça. Tu te rends compte que tu fais un disque d'or, le genre de truc que tu n'entendais que chez les autres, et puis après un disque de platine, tu fais ah ouais, d'accord, en fait, on peut y arriver, quoi. J'ai explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. Andale. Toujours au K54 avec Sadek qui a mis un feu incroyable. C'est un événement magnifique dans le sens où moi je me rappelle qu'Amadoun il m'a raconté qu'au début il le faisait juste pour ses potes et que ça s'appelait le K54 parce que c'est sur 54 je crois Quai Michelet. Ils doivent s'en rappeler les anciens. C'était un tout petit truc où ils invitaient les petits DJ de la capitale qu'ils aimaient bien et ça a grossi une année. Et aujourd'hui tu as des marques qui sont représentatives de la culture urbaine comme Jordan, tu vois. Ouais. Michael Jordan, c'est des gens qui se sont fait de rien et en vrai c'est un plaisir de voir qu'avec rien tu peux faire beaucoup. L'équation du succès pour moi en fait, parce que je pense que c'est pas la recette exhaustive, hein. Mais les choses les plus importantes, comme je te disais, c'était de savoir ce que l'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire. Tu vois, il y a plein de gens qui disent je vais faire ci, je vais faire ça, mais ils n'arrivent même pas à se rendre compte qu'ils n'ont pas les capacités pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te mentent, parce que tu vois, t'entends souvent des gens dire si lui il l'a fait, moi je peux le faire, tu vois. C'est pas vrai. Si lui il l'a fait, peut-être qu'il l'a fait parce que c'était son destin et que lui il sait le faire.
Peut-être que toi, tu sais faire autre chose que lui ne sait pas faire. La plupart du temps, c'est ça le problème. Les gens, ils regardent que l'arrivée, ils regardent jamais le début. Alors ouais, nous, avec notre histoire, il y a plein de gens qui connaissent pas le début, qui voient que la fin. Il y a plein de gens qui vont dire, ah ben lui c'est un chanteur, lui c'est un danseur. Hein. Mais par quoi ils sont passés? Je te donne l'exemple des Twins, tu vois, non? J'entends plein de jeunes qui me disent, oui, pareil, mais vous les voyez aujourd'hui avec Beyoncé et Jay-Z en train de danser pour eux, mais c'est des petits que je connais, ça fait 15 ans que je les vois danser comme des malades, hein, à se tuer du matin au soir. Mais en vrai, c'est vrai, je dis, bah Dieu merci, il y a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir de leur passion en étant authentiques, tu vois ce que je veux dire? Jax, what up, man? Il y a plein de gens comme ça en fait, qui étaient passionnés. Ils sont arrivés par leur passion parce qu'ils ont souffert avant ça. Parce qu'il n'y a personne qui gagne tout de suite. La réalité, elle est là. C'est que c'est à force de travail et d'objectivité. Deuxième chose, maintenant, quand on sait faire quelque chose et qu'on sait qu'on est capable, c'est savoir bien s'entourer. Parce que l'entourage, c'est la recette aussi. Les gens, alors si tu es fort dans quelque chose, mais que ton entourage ne te conseille pas correctement, tu iras nulle part. Tu iras nulle part. Tu resteras un talent gâché, comme on dit. Tu vois, ça existe, les talents gâchés. Non, c'est de savoir. Bah, moi, en l'occurrence, j'ai su m'entourer. J'ai pas pris un Madoun bis, t'as compris? Pour avoir des problèmes d'ego, j'ai pris quelqu'un qui est plus fort que moi. J'ai pris Thibaut, il est plus fort que moi en marketing, il est plus fort que toi, il avait plus d'expérience que moi. Aujourd'hui, je suis aussi bon que lui, mais bon, tu vois. Il était en avance et c'était la bonne personne pour pouvoir pallier à mon côté, moi qui était très encore freestyle, t'as compris, non? Qui était très dans le relationnel, très, comme il dit, moi il me voit comme le personnage, tu vois ce que je veux dire? Et donc je parle avec les gens ils accrochent avec moi, tu vois, je fais ci, voilà, mais on est complémentaires. Chercher la complémentarité, c'est super important. Voilà, je pense que c'est les deux choses. Et puis après, être capable de souffrir un petit peu aussi, tu vois, parce que c'est pas facile. C'est facile et puis plus le temps va passer, moins ça sera facile. La réalité est là. Ne pas trop se laisser influencer par les réseaux sociaux. Parce que je me rends compte que certes les réseaux sociaux c'est super, mais ça a un côté hyper négatif aussi, quoi, tu vois. Parce que les gens se rapportent qu'à ça aujourd'hui, tu vois. Et c'est très dangereux parce que des fois t'as pas la réalité en fait. Tu sais à qui j'aime bien montrer, j'aime bien montrer aux gens quand ils me disent les réseaux sociaux c'est trop important, je leur dis regardez, venez, on va regarder un clip de Jul. T'as que des commentaires super négatifs. Tu vois, non? Et les chiffres ne parlent pas comme ça, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, c'est vraiment de gros mensonges, quoi. T'as Jul, les gens, tu vas voir tous les gens qui vont être là en disant, ah, mais il est nul, il sait pas chanter, il est pas ceci, il est pas cela. À côté de ça, c'est le plus gros indépendant de France. Hein. Je suis désolé. Donc, comme quoi, entre ce que vous pensez, les gens qui écrivent sur le net, et ce que le peuple pense, souvent, il y a un grand fossé, quoi. Merci, Madoun. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. From Michael Jordan, possibly one of the greatest ball players of all time. Les vrais tops des artistes, ils ont envie de venir ici. Il y a du basket, du show, des activités. C'est un super bel événement. On voit que le basket peut vraiment regrouper des gens de toutes les couleurs. Il n'y a rien en France d'aussi beau pour moi. Et je pense que ça peut prendre encore plus d'ampleur les années à venir. Et ça fait plaisir, on voit ça à Paris. J'espère que ça peut se reproduire partout. They say, when you come out here, you're playing the best summer street ball tournament in the world in front of the Eiffel Tower. Come on now. If Key54 was a ball player, right now you just made the Hall of Fame. You believe that you're at a certain level, but you're going to play against 10 guys coming from Africa now, coming from Japan, coming from China, coming from Spain, and they believe they got your spot. They're here to Paris, France, and see the same, see people who walk a different life from you, people who don't even speak the same language as you, relate to your music. Where we are right now is letting everybody see the best elements of our community, the best elements of our culture, and kind of taking it mainstream almost. The event is turning into a landmark in its own right, so it's fitting. C'est la légende du basket. Faites un maximum de bruit pour Scottie Pippen! This is awesome. I don't know how you guys was able to pull this off, but the location, you can't beat it. It's amazing, to have players coming from all over Europe come here just to compete for their pride.
Victor Oladipo, Kemba Walker, Jabari Parker. That's a double.